C'est déjà la phase de dépouillement pour la reprise des élections municipales au Burkina. Bilan provisoire de l'organisation, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Pour une Sensad aux ambitions actualisées, les chefs d'État de la communauté consentent à la refondation. C'est une mise à jour qui est dictée et qui devrait tourner la page Muammar Kadhafi, initiateur de la rencontre. En Libye aussi, la page Kadhafi est bien tournée, mais reste le goût d'inachevé. La liberté retrouvée semble bien peu comparée au prix à payer, insécurité grandissante et baisse des performances de l'économie. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre depuis 18 h ce soir. Donc, les bureaux de vote ont refermé les portes à l'heure qu'il est. C'est le dépouillement qui est à l'ordre du jour. C'est le cas à l'arrondissement 10 de Ouagadougou, d'où vient de rentrer notre équipe de reportage. Le reportage est signé justement de Yacouba Goro. Nous sommes dans l'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou. Il est 18 h et les bureaux de vote des différents centres ferment leurs portes conformément à l'heure indiquée. Ici, dans le bureau de vote numéro 3 au lycée Saint-Viateur, tout comme dans celui du lycée Saint-Colette, le constat est le même. Le taux de participation pour la reprise de ces élections municipales est faible. On a 483 inscrits. Bon, les bulletins qu'on vient de compter, on a compté 95 sur 493. Peut-être que beaucoup de gens de Champagne ont informé que les votes doivent se reprendre. Sinon, je ne sais pas pourquoi. L'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou abrite plus de 170 bureaux de vote répartis dans une quarantaine de centres. À l'étape actuelle, l'heure est au dépouillement et les résultats seront disponibles dès que possible. Voilà, c'est donc depuis 6 h du matin ce jour que les bureaux de vote ont ouvert les portes. La reprise des élections municipales concerne 102 communes sur tout le territoire national. Constat à Ouagadougou, tout l'équipement de vote était apprêté. Seulement, comme vous l'avez vu, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Témoignage de Sylvestre Da. Nous sommes ici dans le bureau de vote numéro 2 au groupe scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou. Une heure s'est écoulée depuis le démarrage du scrutin municipal complémentaire et jusque-là, la présidente et ses collaborateurs attendent toujours les électeurs. C'est la même configuration dans la dizaine de bureaux de vote qui composent le site. Aucune file de personnes n'est visible devant les portes. On a ouvert à 6 h. Pour le moment, les gens viennent un à un. Nous avons commencé à l'heure prévue. Mais pour le moment, il n'y a pas d'affluence. On se dit peut-être que c'est parce que c'est dimanche. Après la prière, peut-être après la messe, il y aura de l'affluence, on se dit. Au départ, il y avait une petite affluence, mais actuellement, les gens viennent un à un. Autre endroit, même décor. Que ce soit à l'école Madrasa au 7h30 ou encore au collège ou Npanga, le processus électoral se déroule normalement, mais timidement. Une situation qui n'entend pas la fierté de quelques électeurs rencontrés en train d'accomplir leurs devoirs civiques. Si les votes doivent être repris, il faut que les citoyens aillent accomplir son devoir civique. La dernière fois quand moi je suis venu voter à 6h30. Et aujourd'hui je suis là à 7h, je ne vois pas une affluence certaine. Mais je pense que les gens ont certainement des occupations et que d'ici 10h, 11h, parce que les bureaux de vote ferment à 18h, et je pense que d'ici 18 h, les gens viendront pour accomplir leur devoir civique. Dans les bureaux de vote, les partis et formations politiques sont aussi représentés, et ce depuis les premières heures. Au-delà de l'assistance qu'ils apportent aux membres des bureaux, leur présence participe à la crédibilité des votes. Nous sommes là depuis ce matin à 6h moins, 5h30 on était là, et on attendait l'heure d'ouverture. Effectivement, l'ouverture était présente. On avait déjà trouvé quelques éléments qui étaient déjà là pour voter. Bon, à 6h00, ils ont commencé à voter. Donc, nous les assistons. Rien d'inattendu, tout se passe normalement pour le moment. Donc, tout va bien si je peux me permettre ainsi. Tous les règlements ont été suivis jusque-là, donc il n'y a aucun problème à ce niveau en tout. Une innovation apportée par la CENI à ces élections municipales complémentaires, c'est la mise en place des postes de renseignement dans les différents sites abritant les bureaux de vote. Quand par exemple un électeur vient comme ça et que sur sa carte c'est mentionné vote numéro 1, bureau de vote numéro 1, et que la personne s'y rend dans la salle et il ne retrouve pas son nom, immédiatement la personne revient nous à notre niveau et nous sommes chargés de chercher le nom de la personne sur nos listes électorales.
Pour ces élections complémentaires, 691 bureaux de vote sont répartis dans 102 communes à travers le Burkina. Et 60 partis et formations politiques qui avaient pris part à la compétition le 2 décembre dernier sont concernés. Et on poursuit avec le constat des votes, cette fois-ci hors de Ouagadougou. À Gawa, l'ambiance n'est pas différente de celle constatée à Ouagadougou. Témoignage de Sébastien Zongo. Au premier champ du coq, le matériel électoral et les membres du bureau de vote de Boukéo Lobby étaient déjà prêts à accueillir les 42 inscrits dès 6 heures. Il a fallu attendre 37 minutes pour voir enfin arriver le premier votant de ce bureau. Ils étaient 35 quand l'horloge affichait 14 heures. Je me suis réveillé à 5 heures. Je viens voter pour que mon village se développe, que ceux qu'on va choisir nous apportent. À 14 heures, le bureau de vote de Tienkwera enregistrait 36 votants sur les 88 inscrits. La participation est jugée bonne dans ces deux villages de la commune de Gawa qui mettent en jeu 4 sièges de conseillers municipaux dans ces élections complémentaires. En attendant les résultats du scrutin de ce dimanche, sur les 126 sièges déjà conquis, 48 sont aux couleurs de l'UPC contre 45 au CDP, 16 au PITJ, 9 au RDB et le reste pour 4 autres partis. Ambiance de journée de vote toujours cette fois-ci à Bobo-Dioulasso. Les bureaux de vote de la ville de Sia ont ouvert les portes à 6 heures ce matin. Du point de vue de l'affluence, le constat est le même que pour Ouagadougou. Les électeurs ne se bousculaient pas pour remplir leurs devoirs citoyens. Le reportage est signé de Christine Sanoua Koulibaly. 3 heures après l'ouverture du bureau de vote numéro 1 du secteur 2 de l'arrondissement 1 de la ville de Sia, 95 électeurs ont déjà accompli leurs devoirs citoyens. Si dans ce bureau de vote le taux de participation est jugé acceptable, le constat est tout autre ailleurs. Dans l'ensemble, en tout cas, on a bien démarré à 6 heures. Malheureusement, bon, c'est maintenant même qu'on commence à recevoir assez d'électeurs. Sinon, au début, on a fait plus de 20 minutes, il n'y avait personne. Donc c'est comme si l'information n'a pas passé comme ça, quoi. L'affluence n'est pas, en tout cas, au beau fixe. Voilà, donc on ne sait pas si les gens ont été touchés ou pas. Mais en tout cas, l'affluence n'est pas comme ça, mais nous espérons que d'ici la mi-journée, le soir, ça va aller. Seuls quelques électeurs tiennent pour l'instant à prendre leur destin en main en élisant leurs conseillers municipaux. Nous sommes venus pour voter parce que si tu ne votes pas, tu dis que tu vas rester à la maison, tu n'as pas venu voter, quelqu'un d'autre va voter ton candidat à ta place. Voilà pourquoi nous sommes là pour accomplir ce droit nous-mêmes. D'une manière générale, ces élections complémentaires se déroulent plutôt normalement de l'avis des responsables des bureaux de vote. Notre rôle précisément, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de trichement, de fraude, et que ceux qui sont inscrits réellement, bon, les votants qui arrivent là, que réellement leur nom figure sur la liste d'électeurs. Je suis satisfait pour le moment. Ce que nous pouvons relever ici est qu'il y a beaucoup de personnes, elles ne savaient pas qu'elles ne devraient pas voter. Voilà, pour elles, c'est tout le monde qui devrait voter. Elles ne savaient pas que la reprise là concernait des bureaux qu'on avait ciblés. Voilà, donc c'est ce problème particulier là seulement nous avons. Donc quand il y a des cas comme ça, tout simplement on les explique gentiment qu'elle ne doit pas voter, donc elle se retire. Ces responsables rassurent que toutes les dispositions sont prises pour éviter les erreurs du passé qui sont à l'origine de cette reprise des municipales dans certains bureaux de vote. Et puis la tournée d'inspection du président de la CENI, une délégation de la commission est allée voir de visu le déroulement des élections sur le terrain. Pour cette sortie, c'est le 4e arrondissement de Ouagadougou qui a été visé. Le constat, bon déroulement dans l'ensemble, hormis quelques difficultés. Le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Plus de 3 heures après l'ouverture des bureaux de vote, ici à Somgandé, c'est presque le calme plat. Dans ce bureau de vote au 4e arrondissement de Ouagadougou, sur près de 500 inscrits, 20 électeurs ont voté. Les représentants des partis politiques, il y en a 2 sur 21 partis en lice. Le président de la Commission électorale nationale indépendante et son équipe font le constat et donnent des instructions sur place pour corriger les insuffisances. Globalement, ça se passe assez bien. Les bureaux ont ouvert à l'heure, sauf quelques-uns, un bureau ou 2, où on m'a signalé par exemple un cas où on n'a pas pu avoir la clé pour avoir accès, et donc ils ont ouvert dans les environs de 6h30, mais grosso modo, en tout cas les bureaux ont ouvert à l'heure. Donc on a de bonnes raisons de penser que
les choses devraient bien se passer au cours de la journée. Bon, évidemment, vous avez constaté que c'est un peu différent du 2 décembre. C'est-à-dire vous avez constaté qu'il n'y a pas une grande foule, il n'y a pas une grande affluence. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que probablement ce serait que les gens sont à la messe et qu'ils viendraient peut-être après la messe. La veille de ce scrutin au secteur 17 du 4e arrondissement, des irrégularités ont été constatées et la réaction de la CENI ne s'est pas faite attendre. J'ai dû, hier dans la nuit, relever 2 membres du bureau de vote parce qu'il nous a été signalé que ces 2 membres se sont retrouvés dans le bureau de vote et ils ont par anticipation paraffé jusqu'à 2 carnets de bulletins. Bon, évidemment, nous ne savons pas quels sont les tenants et les aboutissants. Et donc, nous avons déposé une plainte et on a demandé à la gendarmerie de procéder à des investigations pour que nous puissions avoir une lumière très précise sur les intentions éventuelles donc, de ces personnes. Parce que dans tous les cas, c'est complètement contraire aux règles donc, qu'on leur a communiquées. C'est absolument interdit. Pour les observateurs indépendants, la bonne marche du processus électoral passe par une bonne formation des acteurs. Il faut que la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation des citoyens soient quelque chose de permanent pour que nous arrivions à parfaire le processus électoral. Quand vous voyez un peu ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est seulement des petits problèmes de manque de formation, de manque d'information et de sensibilisation. À Ouagadougou, ce sont plus de 300 bureaux de vote qui sont ouverts pour ces élections municipales partielles. Voilà donc pour l'ambiance de vote de ce jour au Burkina, dans la commune rurale de Lankoué, dans le Sourou. L'heure est maintenant à l'installation du maire nouvellement élu face au haut-commissaire, président de la cérémonie, et aux populations. La nouvelle équipe communale fait le serment de bien servir la communauté. Le reportage est signé de Kadi Ouattara et Sié Sylvestre Da. Noumfou Koussoubé préside désormais aux destinées de la commune de Lankoué dans la province du Sourou. Élu à l'issue des élections couplées municipales et législatives du 2 décembre 2012, le nouveau président du conseil municipal, issu du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, place son mandat sous les signes de l'unité. Ce mandat sous le signe du rassemblement de tous les fils et les filles de la commune de Lankoué. Parce que vous savez qu'aucune action n'est possible sans la fédération des efforts, la fédération des idées. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on pourra booster le développement de notre commune. Les populations qui ont investi leur confiance dans le conseil municipal et en particulier dans les maires ont beaucoup de problèmes, beaucoup de sollicitations, beaucoup de besoins et attendent qu'au-delà des discours, il y ait des actes concrets, palpables, qui viennent donc apporter des solutions à ces problèmes et les soulager. Servir loyalement les populations et hisser la commune rurale de Lankoué au rang de commune émergente du Burkina Faso, c'est là le défi que Noumfou Koussoubé entend relever durant les 5 années à venir. Et pour y parvenir, il dit compter sur la bonne collaboration de l'ensemble du conseil municipal ainsi que sur l'accompagnement des habitants de la commune. Je vous l'annonçais tantôt, c'est sur fond de réforme structurelle que s'est ouvert hier à N'Djamena le sommet de la CENSAD, une refondation dictée par la nécessité de recadrer les objectifs de la communauté de l'organe pour mieux répondre donc aux ambitions des populations de l'espace. Le point de nos envoyés spéciaux au Tchad, Alidou Badini et Amadou Ardo Diko. 14 chefs d'État et de gouvernement ont procédé à la signature du traité révisé de la CENSAD qui consacre une refondation structurelle de cette institution régionale créée en 1998 à Tripoli. Un recadrage des objectifs et des missions qui intègrent de nouveaux paramètres auxquels sont confrontés les États et les populations. Il s'agit notamment de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la désertification et la création d'infrastructures. De ce traité rénové, nous voyons apparaître 2 chantiers principaux, à savoir bien sûr la question de paix, de stabilité et de sécurité de l'ensemble de la région, mais aussi l'organisation d'un développement durable pour bien sûr satisfaire les besoins de bien-être de nos populations. Alors donc c'est autour de ces 2 chantiers que nous allons organiser l'action de la CENSAD pour les temps à venir.
Il est question de doter la SENSAD d'une nouvelle vision politique qui va lui permettre de passer de la SENSAD de leadership à la SENSAD des communautés. Il y a eu des dérives. Et 12 ans après, nous n'avions pas atteint beaucoup d'objectifs. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire un cadrage. Et ce cadrage a été effectué grâce aux réunions qui se sont tenues ministérielles. Qui se sont tenues à Ouagadougou, à N'Djamena, au Maroc. Et maintenant, ici, la 4e réunion ministérielle, bien sûr, à N'Djamena. Ces réunions ont fait un cadrage. Nous avons donc révisé le traité d'une manière très claire et très visible en fixant bien les objectifs à atteindre. C'est vraiment l'intégration de cette sous-région qui est géographiquement, vous le savez, un peu particulière et qui a aujourd'hui vu des problèmes assez graves. Pas d'insécurité seulement, mais de la menace de l'avancée du désert avec le changement climatique, tout ce que nous connaissons comme difficultés en matière de sécurité alimentaire, de développement, d'échanges et autres. Nous estimons que cet espace qui regroupe beaucoup de pays africains peut être un espace qui ont les mêmes besoins, les mêmes objectifs, un espace qui peut être construit et aider même à aller plus loin l'Union africaine dans ses objectifs d'intégration. La conférence de N'Djamena a permis de recentrer les objectifs de la SENSAD par la revision structurelle de cette institution, avec de nouveaux défis liés à l'environnement et à la paix, à travers la création d'instances chargées du développement durable, de la sécurité et de la paix. La SENSAD affiche une nouvelle perspective qui se veut plus efficace, plus dynamique, plus proche des problèmes des États et des populations. Comme il fallait s'y attendre, la question de la crise malienne a trouvé bonne place parmi les sujets en discussion. Le sommet a condamné l'occupation du nord du Mali par les djihadistes. Pour prévenir pareille situation à l'avenir, la communauté propose la mise en place de stratégies de riposte et de lutte contre le terrorisme dans l'espace SENSAD. Le reportage est toujours signé de nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Amadou Diko. La conférence des chefs d'État de la SENSAD a porté un intérêt particulier sur la crise qui prévaut au Mali. Le président du Faso, après avoir fait un feedback des opérations militaires menées sur le terrain, plaide pour un retour au dialogue, à la médiation, seule alternative réelle et viable de sortie de crise définitive au Mali. Le Burkina, tout comme la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale, je crois que nous étions tous fondés que pour une crise du genre comme celle que nous avons au Mali, il n'y a pas de solution purement militaire. Donc il fallait s'engager dans un processus de dialogue politique pour, bien sûr, par rapport à ces revendications, certes excessives, mais des revendications politiques par les Maliens, il fallait discuter avec ces mouvements pour arriver donc à une solution politique, tout en ayant à l'esprit que des mouvements radicaux qui se sont donc qui ont accompagné l'action politique de ces mouvements, que ces mouvements, bien sûr, extrémistes radicaux étaient à détruire. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, ces mouvements politiques qui avaient engagé des discussions à Ouagadougou et qui étaient arrivés avec la partie gouvernementale à s'engager pour lutter même contre le terrorisme, pour aussi rejeter l'extrémisme religieux. Donc ces mouvements ont été débordés par les plus extrémistes qui ont conduit l'attaque de Konna, ce qui a bien sûr amené la communauté internationale mobilisée derrière la France. La question de réponse à cette crise demeure. Parce que par la guerre, nous voyons que, même ailleurs, que ce n'est pas toujours la voie qui peut assurer une réponse définitive à des crises du genre. Si bien que, même en échange avec le président Diankounda, il est certain que nous allons relancer ce dialogue politique. C'est cela dans l'intérêt des Maliens et même de la sous-région.
car nous ne voyons pas, nous l'avons toujours dit, et tout le monde est conscient aujourd'hui que cette dimension politique est nécessaire pour que les Maliens puissent se réconcilier, que les réfugiés puissent retourner dans leur zone, mais aussi pour que ces mouvements politiques maliens puissent s'associer à l'ensemble de la communauté ouest-africaine pour rejeter complètement, entièrement, donc, les radicaux islamistes qui organisent des actions terroristes dans cet espace-là. Idem pour le président par intérim du Mali qui perçoit le retour à la stabilité institutionnelle à travers la médiation une fois le pays débarrassé des djihadistes. Le Burkina Faso a été désigné par la CEDEAO pour mener une médiation au nom de la CEDEAO. Au niveau du Mali, nous sommes en train de mettre en place une commission de médiation et de réconciliation qui va travailler en relation avec la médiation burkinabé pour arriver à faire en sorte que nous puissions nous mettre autour d'une table et que nous puissions nous entendre. Surtout pour les Maliens, parce qu'il s'agira bien d'un dialogue intermalien. Il n'est pas question pour nous d'aller discuter, d'aller négocier avec des étrangers qui n'ont rien à voir avec le Mali. Donc ce sera un dialogue intermalien qui sera conduit par la commission de médiation et de réconciliation du Mali en relation avec le Burkina Faso. La CENSAD a salué les efforts financiers et logistiques consentis par les pays membres dans la guerre contre les islamistes et a proposé une rencontre conjointe des ministres en charge de la défense des pays membres pour proposer des stratégies de riposte et de gestion durable et globale contre le terrorisme, les trafics et la circulation illicite des armes. Ces réflexions sur l'avenir de la CENSAD se tiennent au moment où la Libye finit une deuxième année sans Kadhafi. Au bilan, les reportages sont signés de Tanga Kafando. Avec une production annuelle de 600 à 800 tonnes et une superficie emblavée de 40 hectares, la commune rurale de Arbolé, dans le Passoré, s'illustre dans la production de cette variété d'igname appelée Nyunya dans la région. Une production qui est cependant en nette régression et dont il faut travailler à rehausser un défi des journées promotionnelles de l'igname local de Arbolé. La foire est à sa 3e édition et l'événement cette année réunit producteurs, partenaires, chercheurs, autorités et les forces vives de la localité. Il s'agit d'une part d'encourager les acteurs de la spéculation et d'autre part de réfléchir sur les opportunités de la filière afin de réorganiser sa relance pour la sécurité alimentaire. Tout d'abord, c'était un message de félicitations à cette association qui est à sa 3e édition d'organisation de cette foire de Yuin, et aussi un message d'encouragement et aussi un appel qu'il a lancé à la recherche scientifique pour que la recherche scientifique vraiment appuie les producteurs à pouvoir préserver cette variété locale qui est endémique, qu'on ne trouve pas partout. Les meilleurs producteurs ont reçu du matériel agricole d'une valeur allant de 30 000 francs à 200 000 francs CFA. L'association des revendeuses de Nyunya a également reçu une mototaxi. Je dois dire que je ne connaissais pas l'existence de cette espèce d'igname. C'est une espèce qu'il faut préserver dans la mesure où ça s'adapte à des conditions climatiques assez difficiles comme la zone sahélienne, enfin soudano-sahélienne dans laquelle nous nous trouvons. Et donc je crois que ce sont des efforts qu'il faut encourager et souhaiter qu'à l'avenir, en tout cas l'association soit mieux appuyée pour mieux encourager les producteurs à persévérer dans ce qu'ils font. La journée promotionnelle de l'igname de Arbolé est une initiative de l'Association pour le développement de Arbolé. Vraiment, je suis satisfait. Je suis satisfait. Quand vous organisez une telle cérémonie et vous gagnez l'adhésion d'abord des personnalités de ce type, je pense qu'il y a de quoi être satisfait. L'igname de Arbolé fait aujourd'hui l'objet d'une recherche en vue de l'amélioration des propriétés de l'espèce. C'est une culture qui s'adapte au changement climatique, répond à la forme traditionnelle de gestion durable des sols, contribue à l'amélioration du revenu substantiel des producteurs. Le Nyunya est également réputé pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. Le défi de tous demeure l'organisation et l'accompagnement de la filière et l'introduction de nouvelles techniques culturelles afin de pallier aux aléas pluviométriques. Cette initiative que vous venez de voir, comme bien d'autres, pose la question de l'implication des structures déconcentrées de l'État dans l'atteinte de l'autoprise en charge des communautés, quote-part du ministère en charge de l'environnement. C'est sur le terrain que le nouveau premier responsable tente de trouver les réponses. Rencontre cette fois avec les agents de la région de l'Est, Étienne Bassenga et Jacques Lamissa Tarpaga.
premier contact entre le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable et ses agents de la région de l'Est. À Fadangourma, Salif Ouedraogo est non seulement venu s'enquérir des difficultés que rencontrent au quotidien les acteurs du ministère, mais aussi les encourager dans leurs tâches. Je suis venu d'abord pour deux objectifs. Le premier objectif, venant de prendre en charge ce département ministériel, je crois qu'il est de mon devoir d'aller à la rencontre avec mes agents de terrain, d'aller à la rencontre avec toutes les structures décentralisées du département ministériel. D'abord pour se connaître et pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre nos objectifs. On nous a assigné des missions. Avant de les exécuter, il faut que l'équipe se mette en harmonie pour que je puisse partager avec eux ma vision du problème. À cette rencontre d'échange faite de questions-réponses, Salif Ouedraogo s'est voulu franc dans ses propos. Il a situé les responsabilités des uns et des autres dans les difficultés rencontrées. Ce que nous pouvons faire là, il faut qu'on fasse. Ce qu'on ne peut pas faire là, on attire l'attention et on écrit, on informe. C'est interdit, c'est des espèces protégées. Quand on dit que c'est protégé, là, on ne peut pas toucher à ça. Donc si les gens coupent des voies qui sont protégées, vous les arrêtez, vous débarquez cela, vous les arrêtez. Tout en promettant de mettre la main à la pâte pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agents de l'Est, Salif Ouedraogo a invité tout le monde à s'approprier les politiques du département pour plus de succès dans les actions futures. Journée de panique pour les populations riveraines du marché de IPLC à Saponé. Le marché de la localité est parti en fumée sous les yeux impuissants de la population. L'arrivée des sapeurs-pompiers a limité tant soit peu les dégâts, sortis de soutien et de réconfort pour les sinistrés. Une délégation du ministère en charge des infrastructures était sur les lieux. Le point de la visite avec Abdoul Rasmane Zongo. Hangars chauves ou disparus, boutiques consumées, arbres squelettiques car calcinés et autres bien brûlés, c'est le spectacle affligeant qui s'offre après le passage d'un visiteur indésirable et impitoyable, l'incendie aux causes non encore élucidées dans le marché de IPLC à Saponé. C'était dans la matinée du jeudi 14 février dernier, une date amoureuse de Saint-Valentin, mais qui aura forcément une autre connotation chaotique pour quantité de commerçants et habitants de la dite commune rurale et qui doivent leur salut quotidien à ce marché informel en grande partie anéanti. Les quelques rares miraculeux reprennent timidement le travail, comme ce coiffeur par exemple, dont l'atelier a été épargné. D'autres tentent timidement de remettre de l'ordre ou encore de sauver l'essentiel. Pour une commune pauvre comme notre commune, qui vivait que du marché, c'est notre grenier le seul marché de IPC. Tout le budget communal, fonds propres, vient de ce marché. Et c'est parti en fumée. Je ne sais pas ce que 2013 nous réserve, mais nous voyons déjà du noir là-dedans. L'incendie s'est déclaré subitement aux environs de 9 h et a presque tout balayé sur son passage. Le feu a causé d'énormes dégâts matériels. Fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine. Conduite par le ministre Jean-Bertin Ouedraogo, une délégation des ressortissants de la région du Centre-Sud s'est déportée sur les lieux du sinistre pour constat, compassion et soutien aux victimes. Ce jeune homme à l'image fait partie des blessés. Les dégâts sont importants. Beaucoup de hangars ont été totalement détruits. Beaucoup de personnes ont perdu énormément de biens. Il était donc tout à fait normal que nous leur apportions notre compassion et surtout notre soutien et que nous essayons de voir un peu après les évaluations qui sont en cours actuellement, qu'est-ce qui peut être fait à l'échelon du gouvernement, à l'échelon donc de la région pour leur apporter un soutien beaucoup plus conséquent. Sont encore en cours les évaluations des dégâts de l'incendie du marché de IPLC, un incendie également accentué par les installations anarchiques des commerçants. Voilà, c'est une catastrophe comme on en voit très souvent dans nos contrées, une fréquence que pourrait réduire nos populations pour peu qu'elles soient impliquées. À Dori, dans le Sahel, l'ONG Christian Aid apporte sa contribution dans ce sens. Elle offre une formation à la réduction des risques de catastrophes naturelles. Symphorien Somda. Pour une prise en compte de la vulnérabilité des populations face au changement climatique,
et d'assurer une prise en compte des questions de résilience des populations dans les actions de développement local, Christian Aid, à travers l'ODE et l'ATAD, a organisé cet atelier de formation. L'atelier de Dori vise à améliorer les capacités des acteurs à résoudre les problèmes relatifs à la réduction des risques de catastrophes dans la région du Sahel. Chaque année, on vit une catastrophe. Et dans le module que nous avons dispensé, c'est pour faire comprendre aux communautés que les humanitaires ne seront pas là seulement pour gérer les situations d'urgence. Ça veut dire que quand les gens ont tout perdu, quand il y a la catastrophe, il faut appuyer les gens à se relever. Mais il faut penser à aller au-delà. Une fois qu'on a pu relever les gens, il faut réfléchir sur tout ce qui est prévention de ces risques-là. Au cours de cet atelier, il a été question d'informer et de sensibiliser les décideurs locaux sur la réduction des risques de catastrophes et la population sur le partenariat pour la redevabilité humanitaire. La tenue d'un tel atelier vient à point nommé, en ce sens qu'il va permettre aux différents participants de prendre l'ampleur du phénomène et d'être mieux outillés pour faire face aux différentes catastrophes qui surviendront. Les acteurs, à travers des programmes d'urgence, entendent susciter une réponse aux crises et catastrophes qui comprennent des phases de soulagement et de réhabilitation afin de réduire la vulnérabilité des individus vis-à-vis des catastrophes ultérieures. Le ministère de l'Économie et des Finances déroule son programme d'action 2013 en bonne place, la lutte contre la corruption. Première étape clé du dispositif, les membres du comité sont installés. L'ambition est de veiller à la gestion transparente des deniers publics. Le reportage est signé de Moumouni Soubega. Les membres du comité de lutte anticorruption et des directoires installés sont issus des directions générales des douanes, du trésor et de la comptabilité publique, des impôts et du budget, du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Ils ont pour mission de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la lutte contre la corruption et l'ensemble des dispositifs réglementaires et des procédures du traitement des dossiers. Avec l'installation de ces organes, le département de l'économie et des finances matérialise ainsi sa volonté de travailler à renforcer la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Burkina. Nous avons voulu, pour notre part, mettre l'accent sur le volet prévention et sensibilisation. Les directoires, en fait, c'est quoi? C'est un organe d'aide à la décision. Nous voulons tout simplement élargir la base d'appréciation des dossiers sensibles pour que les décisions soient la plus transparente possible. Les questions de redressement fiscal et douanier, les questions d'exonération, les questions d'opération sur la trésorerie de l'État, les questions de gestion du département de l'État sont les questions sensibles pour lesquelles il faut un collège de personnes expérimentées pour traiter ces questions-là et aider le ministre. Quant au comité anticorruption, c'est simplement pour sensibiliser davantage le personnel. Parce qu'avant tout, il faut que les agents eux-mêmes soient convaincus du bien fondé de contre la corruption. Voilà pourquoi on a voulu que ce comité soit d'abord composé des représentants du personnel. Ces innovations résultent des conclusions du plan stratégique institutionnel de la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances et de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre entre le ministère et le réseau de lutte anticorruption RENLAC tenu le 14 février 2012. Pour le ministre de l'économie et des finances, la lutte contre la corruption et ses corollaires ne sera plus une affaire taboue dans son département. C'est donc dire que le combat contre ces fléaux prend une nouvelle tournure et Lucien Marie-Noël Bembamba dit attendre beaucoup des usagers et de ses membres afin que la satisfaction soit au rendez-vous à l'heure du bilan. Désormais mieux outillé aussi, le club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire est sur pied. 3 jours de formation auront été nécessaires pour mettre à jour les connaissances sur le sujet. Leur but à eux, c'est d'accompagner les politiques dédiées à la question de la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Le reportage est signé de Yacouba Goro. À travers cette rencontre de formation, ces journalistes et communicateurs renforcent leurs capacités dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. C'est une rencontre de 3 jours qui a permis à ces hommes et femmes du club des journalistes et communicateurs d'être outillés sur la problématique de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire afin de mieux contribuer à la lutte contre ces fléaux. Cette formation des journalistes
membres du club sur l'impact de la malnutrition sur le développement socio-économique des pays de la région ouest africaine a pour but de renforcer les capacités de nos membres pour des analyses beaucoup plus approfondies sur des sujets de reportage et d'enquête. En 2012, on estimait à plus d'1 million le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance et à plus de 400 000 les enfants victimes de malnutrition aiguë. Une situation qui a nécessité une réponse urgente du gouvernement à travers un plan national multisectoriel qui prévoit dans son volet nutrition la prise en charge des cas de malnutrition aiguë, modérée et sévère. La mise en œuvre de cette action doit naturellement s'accompagner d'actions de communication. Quand j'ai parcouru les termes de référence de cette formation, j'imagine aisément que au sortir, chacun d'entre vous pourra, au niveau de son activité quotidienne, arriver à faire tache d'huile, faire en sorte que les messages fassent tache d'huile au sein des populations, pour que tout ce que nous avons comme appréhension puisse être bien contenu. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire est venu encourager les participants. À Manga, dans la région du centre-sud, le défi à l'ordre du jour, c'est réussi l'organisation de la commémoration nationale de la fête du 8 mars. Le pari est avant tout lancé aux ressortissants de la localité qui entendent bien le relever. Réunion de mise au point avec le gouverneur de la région. Le reportage est signé de Éléonore Yerbanga. La région du centre-sud s'apprête à abriter la commémoration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain et les premiers responsables veulent mettre les petits plats dans les grands pour mériter la confiance placée en eux. Avec les ressortissants de la région dans la capitale, le gouverneur Maïmouna Tchombiano et ses collaborateurs entendent échanger sur l'aspect pratique de l'organisation de cette journée. Nous voulons que les gens participent, toute la population de la région, et il faut donc les transporter éventuellement à Manga, les héberger, les restaurer. Et tout ça, c'est des frais que nous allons demander aux ressortissants de nous appuyer pour pouvoir réaliser ce projet. Outre l'organisation du 8 mars à Manga, les ressortissants du centre-sud pourront prendre connaissance du programme de développement de la région au cours de cette rencontre. Nous présenterons également, comme je l'ai dit, les conflits au niveau régional. Et nous allons terminer par les projets et programmes qui se déroulent au niveau de la région et les projets en attente, notamment la réalisation du stade régional, du CHR de Manga. Ce sont des projets que nous attendons. Nous comptons sur les ressortissants pour appuyer le bouton quelque part. Première du genre, cette rencontre entre gouverneurs et ressortissants de la région du centre-sud s'annonce comme un nouveau cadre d'échange et de partage pour un développement durable de toute la région. Promotion des entreprises néerlandaises au Burkina, l'ambassadeur des Pays-Bas monte au créneau en vue d'instaurer des partenariats avec les entreprises du Faso. C'est dans ce cadre que s'inscrit la soirée Vlisco dédiée aux produits Vlisco, donc le pagne hollandais sous des coutures burkinabais. C'est un reportage de Salif Belem et Marguerite Douaniou. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso et son épouse et leurs 2 filles sur scène pour présenter la dernière collection de Vlisco. Le public est conquis et la styliste Clara Lawson qui a habillé ses mannequins d'un soir plutôt fier, il faut dire qu'ils ont le physique de l'emploi. Cette soirée dédiée à la promotion des entreprises néerlandaises au Burkina Faso en général et Vlisco en particulier a tenu toutes ses promesses. Chaque 3 mois, il y a de nouvelles collections. Et cette fois, on va voir une très jolie collection. Je suis très impressionné avec les couleurs très fortes. La semaine prochaine, je vais à Bobo pour avoir une rencontre avec les entrepreneurs, avec les chambres de commerce, pour présenter les possibilités de la coopération avec les entreprises néerlandaises. L'entreprise de fabrique de paille néerlandaise tente depuis un certain temps de se faire une place au Burkina Faso et visiblement, la mayonnaise est en train de prendre. Les femmes burkinabées consomment effectivement le wax hollandais, les produits de notre groupe, parce que en dehors du wax hollandais, nous avons d'autres
produits, notamment le wax ivoirien qu'on appelle Uniwax, le JTP qui vient du Ghana, le Woodin qui est un produit de substitution pour les jeunes. Donc le groupe s'en sort très bien. Et ce soir, 3 stylistes burkinabés ont rivalisé de talent et d'imagination pour mettre en valeur cette dernière collection tout en couleur de Vlisco. Clara Lawson, la plus connue des créateurs burkinabés, invite à la solidarité, mais toujours avec autant de chic et de glamour et qui rassure les femmes. J'ai pensé à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'être, que l'amour de Dieu les entoure. La solidarité entre les peuples. La plus jeune des stylistes de ce soir, Sophie Elisa, apporte sa touche de fraîcheur à la soirée avec une collection jeune et branchée, virevoltante et pleine de promesses. Couleur d'Afrique fait le mariage parfait des matières avec sa petite touche de métissage. Mon inspiration, c'est ce que je vois tous les jours. Donc, comme j'ai voyagé ici dans beaucoup de pays, donc c'est ça, je prends les inspirations de là pour faire des nouvelles trucs. Comme les pagnes sont tellement jolies et il y a beaucoup de couleurs, donc ça m'a beaucoup aidé, quoi. Daoul lui magnifie la femme africaine et son désir de les voir toutes s'habiller en pagne, il a su le transposer à travers sa collection Ombre et Lumière. Une soirée haute en couleurs où la création artistique était reine, la musique et la danse n'étant pas en reste. La troupe Wamdé de Moussou Kouyaté et l'école de danse Irène Tassambedo, mais aussi Alif Naba ont tenu en haleine le public qui en redemandait. C'est sûr, cette soirée qui annonce le départ prochain de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a émerveillé plus d'un. En mémoire de Georges Ouédraogo, le public burkinabé n'a pas marchandé le déplacement du jardin de la RTB, soirée d'hommage 1 an après la disparition de l'artiste, occasion de revisiter quelques titres du répertoire musical du Gandaogo national, comme on le surnommait Georges Forever. C'est un reportage signé de Kadi Ouattara et Tanga Kafando. Une année s'est écoulée depuis sa mort, mais l'image et l'œuvre de Georges Ouédraogo restent gravées dans la mémoire des Burkinabés. Des œuvres revisitées au cours de cette soirée dédiée à sa mémoire, la soirée Georges Ouédraogo Forever. C'est un peu une première dans les annales de l'art de la scène musicale burkinabé que l'on retrouve des artistes de renom qui reprennent les chansons de l'illustre disparu. Donc qui disparaissent au profit effectivement de l'artiste à qui ils rendent hommage. Nous sommes satisfaits parce que tous les artistes ont évolué positivement sur la scène. Ils ont tous répondu présents. Un public vivant et enthousiasmé, des prestations d'artistes de renom, telle était la couleur de la soirée et la satisfaction était grande. Georges Ouédraogo, de par les messages qu'il a véhiculés, était un visionnaire. Quand on écoute la musique de Georges Ouédraogo, on se rend compte que tout ce qu'il disait avait un sens. Et ce sens-là, c'était la recherche de l'unité. Unité retrouvée, et même si l'homme n'est plus de ce monde, la famille artistique et culturelle unie comme un seul homme lui dit merci pour le chemin tracé. Je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru donc à la réalisation de cette magnifique soirée que nous avons vécue. Je voudrais surtout saluer la mobilisation de l'ensemble des artistes pour rendre hommage à un des leurs. Je crois que c'est un signal très très fort qui dénote de la solidarité qui existe dans ce milieu. Soirée riche en émotions. Et l'émotion, c'était également du côté de la famille du défunt qui a assisté à cette cérémonie. Une cérémonie qui témoigne que même mort, Georges Ouédraogo, le Gandaogo national, continue de vivre à travers ses œuvres léguées aux générations actuelles et futures.
Voilà, une fois de plus, salut l'artiste donc sport football éliminatoire de la 10e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Match nul entre le Rail Club du prochain tour. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Bonsoir.